Good afternoon to all the many followers of this cultural marathon. Bon après-midi, Excellence, soyez le bienvenu. We will speak English and French today. We are going to start in English. Après, on va passer au français. Une langue de diplomatie, une langue de culture, une langue très importante pour les Émirats. Mais vous me permettrez de commencer en anglais avec une petite présentation. And let me say, first of all, that I think that His Excellency Jacques Villeneuve doesn't need to be introduced for an international audience, and even less for an Arab one. He's very well known, and as I was telling him a few minutes ago, it's a pleasure to see him again. We met 28 years ago in Seville when he was Minister of Culture and in the Feria of Seville, both a city and a cultural manifestation very close to the Arab tradition. He was at the time, as I said, Minister of Culture. Actually, he is the only politician who was minister for the 2 terms of President Mitterrand. And he was, he always reminds it, and I want to remind it also here, he was also mayor of Blois. He was afterwards twice Minister of Education. He's a graduate of Sciences Po. He specialized in public law, and later on he was Professor of International Law, as I am today. And he was Dean of the UER for Legal, Economic and Science at the University of Nancy. His role as Minister of Culture has been very impressive, very important. He was telling us now about the Fête de la Musique, but his role was really immense in modernizing, in opening the door to new expressions of culture, in establishing the Journée du Patrimoine ou la Fête du Cinéma, and also supervising these huge projects that were so important for international architecture and French architecture, but also for cultural architecture, like the Grand Louvre, the Bastille Opera, or la National Library, la Bibliothèque Nationale. His role didn't stop there. He continued, as I said, as education minister, and his role was also very important, including something that I think these days is worth reminding: his work against racism and his concern about racism. He was in 2013 elected unanimously, voted president of the Institut du Monde Arabe, and despite the challenging circumstances, he has returned the Institut to one of the most brilliant cultural institutions around the world. And he continued also his political career, and I say this as a European socialist. I followed his career very closely, and his independence of mind, his determination to put always the interest of his country, and whenever he needed to express himself as a critical thinker, he was also there, and I commend you for that. Soyez le bienvenu. C'est un plaisir et un honneur de vous avoir avec nous. His Excellency Sakine Seibe does not need introduction too. He's also very well known. He was appointed Minister of State for cultural diplomacy in public diplomacy in October 17, but he has a long career, very close to Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. May his soul rest in peace, and he has been very important person in his inner circle, in those
building years for the UAE. He was also head of media bureau of the presidential court. I think as le président ministre Lang was saying before, his home hosts an impressive library, an impressive collection of paintings, of music, of tapis. I mean, it is a man of wisdom, is a man of culture. I witnessed in the past his work very close to very important music institutions. So, Monsieur le ministre, soyez aussi le bienvenu. On se parle normalement en français, je dois dire, entre le ministre Nusseib et moi, donc ça ne fera pas un changement aujourd'hui. And finally, Ambassador Ludovic Pouillet, also an impressive career dedicated to the Arab world, which started in 1997 at the Middle East North Africa Directorate, one of the most important ones, if not the most important political one in the Quai d'Orsay. He's been in Jerusalem as deputy consul. He's been at the permanent mission of France in the United Nations in New York, back to the ministry again in the Middle East and North Africa Directorate. He's been in the French embassy in Rabat, deputy director of finally in 2014 of the Middle East and North Africa Directorate again, and finally in 2017 ambassador at the UAE. Donc, nous passons en français et je vous laisserai parler. Et vous êtes finalement le grand protagoniste. Et si vous me permettez, pour introduire cette conversation avec une note historique, de projection historique, je voudrais poser une question au ministre Nusseib. Vous avez eu toujours d'excellentes relations avec la France et vous êtes le président du conseil d'administration de l'Université Paris-Sorbonne, vous étiez président de l'Alliance française. Et donc, pour quelqu'un qui a reçu la Légion d'honneur, pour quelqu'un qui est si proche à la France, qui a travaillé avec des personnalités françaises comme le ministre Lang, et comment vous voyez les relations entre la France et les Émirats et comment a été important, à quel point a été important la période fondatrice, le voyage de Cheikh Zayed en 1974 et pouvez-vous nous situer historiquement dans les relations entre les deux pays? Nadino, si vous me permettez. Tout d'abord, je veux dire comment je suis heureux de pouvoir rencontrer encore une fois, mais virtuellement, mon grand ami Jacques Lang, le président de l'Alliance française, nommé récemment dans un article le Jacques d'Arabie, qui vient de publier un article de son amour pour la langue arabe. Évidemment, de saluer dès Al-Ain, notre ambassadeur Al-Ainaoui, puisqu'il aime Al-Ain et l'Ain l'aime, l'ambassadeur de France dans les Émirats. Et en effet, les relations, ce marathon que nous avons aujourd'hui, c'est l'occasion de célébrer une relation d'amitié qui existe entre la France et les Émirats qui est depuis fort, dans le cadre d'un partenariat stratégique renforcé par la coopération, la coordination, renforcé par notre attachement aux mêmes idéaux et valeurs partagés avec la France. Une relation qui était tout récemment, ce mois, renforcée dans une feuille de route qui déligne les prochaines années de notre amitié. Mais je dois dire que cette amitié n'était pas là dès le début. Et pour cela, permettez-moi de mettre cette relation dans un contexte historique. Quand Cheikh Zayed a établi l'État des Émirats arabes unis en 1971, la région était
passé une situation qui était vraiment cruciale, et importante et critique politiquement, de point de vue de sécurité, avec le retrait de l'Angleterre de cette région, avec les problèmes qui se diffusaient à travers cette région, des conflits, des affrontements. Et personne ne pensait à l'époque, en 1971, que les Émirats même peuvent survivre les années à venir. C'était l'époque où Cheikh Zayed, avec sa vision, avec son projet de fédérer les Émirats, mais aussi avec sa vision de pouvoir jouer un rôle important sur la scène régionale et internationale, a commencé de nouer de liens internationaux. C'était sa stratégie, en effet, de faire face à deux défis majeurs. Le premier défi, c'était comment développer le pays. On a commencé avec zéro d'infrastructure et là, on avait besoin d'avoir l'aide, le soutien de nos amis pour commencer un programme, un projet de développement durable qui peut amener la prospérité dans le pays. Et c'était un défi majeur. Mais il y avait un autre défi majeur et c'était comment faire face aux problèmes de sécurité autour de nous. Et Cheikh Zayed avait cette stratégie de commencer tout de suite, de nouer de liens d'amitié, de partenariat avec les pays importants qui partagent nos valeurs et nos idéaux. Or, 1971, il a commencé de voyager dans la région, dans le pays du Golfe, dans l'Inde, le Pakistan, l'Iran, les pays arabes. Mais en 1975, il a commencé une visite d'État pour la première fois en Europe. Et c'était visé, la France était conçue par Cheikh Zayed comme un pays qui était pivotal au sein de l'Union européenne, qui peut jouer un rôle majeur pour nous aider, mais pour coopérer avec nous, et qui partage aussi nos valeurs et nos idéaux. Comme vous savez, l'Angleterre venait de se retirer de cette région. Les États-Unis, à l'époque, je parle des années 70, étaient concentrés sur l'Iran et l'Arabie saoudite comme les deux axes importants dans la région. Mais la France était une puissance mondiale, globale, et avec tout ce qu'il y a comme expertise, comme économie, comme technologie, mais aussi avec tout ce qu'il existe comme valeur de la justice, d'avoir une politique indépendante dans le monde. Et c'était pour cela que Cheikh Zayed est allé vers la France pour nouer un partenariat de cœur, un partenariat qui sera, si vous voulez, l'axe primordial pour notre réseau international d'amitié. 1975, le président à l'époque, c'était Giscard d'Estaing. Son premier ministre à l'époque, c'était Jacques Chirac. Et Cheikh Zayed, immédiatement, accompagné par une délégation très importante qui avait, par exemple, le ministre à l'époque de la Défense, Cheikh Mohammed Ben Rachid, notre premier ministre et député chef de l'État, avec lui Cheikh Hamdan Ben Rachid, avec lui Ahmed Khalifa Souedi, une délégation très importante qui a vraiment commencé de nouer de liens à travers de plusieurs domaines. Ce n'était pas une question seulement de sécurité, malgré le fait que l'année d'après, Cheikh Khalifa Ben Zayed, à l'époque, prince héritier, est venu en France pour signer le premier accord de la défense, mais c'était vraiment pour établir une relation dans tous les domaines. Sécurité, mais pétrole aussi, finance et commerce, et aussi, et c'est cela qui est important pour moi, les liens culturels. Parce que c'était l'occasion de revenir dans les Émirats et commencer l'enseignement de la langue française dans les écoles des Émirats, établir l'Alliance française comme centre, plateforme de culture et de lumière de la France dans les Émirats, et octroyer un terrain pour bâtir le lycée Massignon, le lycée français dans les Émirats, et aussi pour établir l'Alliance française.
Donc, c'était vraiment le tout début d'une relation qui s'est poursuivie. Quand le président Mitterrand est devenu président de la France, il y a eu des soucis. Tout au début, je me souviens, on disait, mais on n'avait pas de lien avec le président Mitterrand. Comment il va agir dans sa politique étrangère? Je me souviens qu'en effet, le président Mitterrand a envoyé un envoyé spécial, François Grouzouvre, je pense le nom c'était, pour dire à Cheikh Zayed, la France n'échange jamais de politique. C'est toujours une politique basée sur la justice et le droit. Et c'était aussi ce que pensait Cheikh Zayed. Donc, il a établi un lien très étroit avec le président Mitterrand. Ils se sont rencontrés plusieurs fois. Et dans la période du président Mitterrand, s'est succédé aussi les gouvernements de Chirac, de Balladur. Et quand Chirac est devenu président, il y avait le gouvernement de Jospin. Donc, les liens des Émirats avec la France, vraiment, se sont étendus à travers les décennies avec les différents secteurs de la vie politique de la France. Aujourd'hui, nous célébrons un partenariat stratégique profond dont les deux phares, évidemment, sont le Louvre à Abu Dhabi et l'Université La Sorbonne à Abu Dhabi. Voilà ce que je peux dire peut-être brièvement de cette relation qui est très importante. Excellent. Ça nous place dans cette perspective historique. Je tourne maintenant vers son Excellence, Président Jack Lang, et je pense que on pourrait dire que cet intérêt sur la culture et la langue française, le ministre Mousseib, trouve la réciprocité chez vous, parce que vous avez été toujours un grand promoteur de la langue, la culture arabe dans la France, et ça, il y a des traductions de cet esprit dans toutes les manifestations politiques où vous avez été présent comme ministre de la Culture, de l'Éducation et aujourd'hui à l'Institut du monde arabe. Et vous avez lancé récemment une campagne pour promouvoir la langue arabe dans les écoles françaises. Est-ce que vous pourriez nous parler davantage de cette initiative et pourquoi elle est tellement importante pour vous? Donc, le monde arabe, je dirais largement le monde oriental, appartient à l'histoire de la France depuis très longtemps, et en particulier depuis le XVIe siècle, depuis le roi François Ier, qui avait conclu une alliance avec Soliman le Magnifique, et qui surtout, par rapport à la question que vous me posez, avait, en créant le Collège de France, décidé que l'une des 3 langues dans lesquelles s'enseigneraient des matières scientifiques et philosophiques, l'arabe serait l'une de ces 3 langues, avec le grec ancien et l'hébreu. C'était au XVIe siècle. Et depuis lors, il y a eu entre la France et le monde oriental des liens très forts, pour le meilleur et pour le pire, parce qu'il y a eu aussi la colonisation, il y a eu les occupations, il y a eu les mandats au Levant. Bref, d'une certaine manière, moi je considère que la France est un pays qui a profondément une vocation orientale. Et d'ailleurs, finalement, ce n'est peut-être pas un hasard si cet institut du monde arabe que j'ai l'honneur et le bonheur de présider est à Paris. Ce n'est pas dans une autre capitale. C'est à Paris parce que je crois qu'il y a cette relation historique profonde entre la France et le monde arabe. Alors, spécialement, comme vient de l'expliquer admirablement Zaki Moussaïeb, avec les Émirats arabes unis. Et les Émirats arabes unis sont une des plus belles aventures humaines et intellectuelles et
depuis les 50 dernières années, réunir des Émirats séparés, et surtout, comme l'a imaginé Cheikh Zayed, concevoir une vision futuriste, fondée sur l'énergie, mais aussi sur l'intelligence, sur l'éducation, sur la culture, c'est absolument admirable. Et je suis fier personnellement d'avoir pu contribuer avec tous les amis émiriens à la naissance de ces institutions, comme le Louvre à Abu Dhabi. Alors je reviens à la langue arabe, sujet sur lequel vous m'interrogez. J'ai toujours pensé que la France, sur ce plan-là, n'était pas toujours en harmonie avec sa vocation, et que l'enseignement de la langue arabe n'était pas suffisamment assuré dans les établissements scolaires. C'est la raison pour laquelle, lorsque je suis devenu ministre de l'Éducation, j'ai créé des postes en grand nombre à l'agrégation, au CAPES, et surtout, j'ai souhaité que la langue arabe puisse être accessible dès ce qu'on appelle le cours préparatoire, c'est-à-dire dès la petite école. Et en tant que président de l'Institut du monde arabe, j'essaye de porter cette mission, et en particulier, mais je m'arrête, je vais être beaucoup trop long, ce dont nous sommes très heureux, c'est d'avoir pu créer cette certification internationale de la langue arabe, car c'est une chose paradoxale. La langue arabe est la 5e langue pratiquée dans le monde, c'est une langue universelle, c'est une langue de culture, c'est une langue de savoir, c'est une langue d'échange. Or, il n'y avait jusqu'à présent aucun système d'évaluation des différents niveaux de compétences, comme cela existe par exemple avec le TOEFL pour l'anglais. Donc l'Institut du monde arabe, avec l'accord de beaucoup d'établissements, a créé cette certification internationale. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans les Émirats arabes unis, cette certification est adoptée pour l'évaluation des différents niveaux de connaissance de l'arabe. Excellent. Monsieur l'ambassadeur Ludovic Pouille, comme je l'ai déjà exprimé, vous avez une longue carrière à la région et je veux pas le dire seulement en tant que quelque chose qui est écrit dans un CV. Et j'ai témoigné moi-même à différentes reprises. On a coïncidé brièvement à Jérusalem, on a coïncidé quand vous étiez à Paris et j'étais à l'Union européenne et maintenant aux Émirats. Donc je témoigne de votre intérêt, de votre patience, si je peux dire, mais aussi de votre succès. Et vous, aujourd'hui, en tant que la personne qui représente les intérêts de la France aux Émirats et dans la région, puisque le pays joue un rôle important du point de vue régional, et aussi une personne comme les ambassadeurs sont toujours, qui participent de ce dialogue entre les deux pays. Est-ce que vous pourriez nous situer dans l'état des lieux de ces relations aujourd'hui? Mais si je peux vous demander, pas seulement dans le contexte, dans le contexte franco-émirien, mais aussi dans un cadre plus ample, régional, même international. Merci beaucoup, cher Bernardino, et merci, messieurs les ministres. Je suis très honoré de pouvoir contribuer à cette discussion extrêmement riche, passionnante, et de retrouver des amis aussi à travers cet outil qu'est la visioconférence. J'espère que nous pourrons très vite nous retrouver physiquement, parce que la distanciation sociale ne doit pas être confondue avec la distanciation physique. Nous avons besoin d'être distants physiquement, mais nous avons besoin d'être socialement toujours très proches. Et la technologie nous le permet aujourd'hui, je m'en réjouis. Alors, bravo aussi au ministère des Affaires étrangères émirien d'organiser ce marathon culturel. C'est effectivement très important. Nous avons tous besoin de rester connectés les uns les autres. Et la relation entre la France et les Émirats, je dois le dire, en écho à ce que Monsieur le ministre Zaki Ncebe et Monsieur le Président Jack Lang viennent d'indiquer, est absolument exemplaire. Elle l'est depuis, je dirais, 50 ans, et elle l'a été, y compris ces derniers mois, dans les circonstances très difficiles que nous avons connues à travers la pandémie et la fermeture des frontières. Alors,
le rôle du diplomate, d'une manière générale, et là je me fais écho aussi à ce que messieurs les ministres viennent de dire, eh bien c'est le rôle aussi de passeur de culture, de savoir dialoguer avec l'autre. Et pour moi, il est absolument essentiel d'avoir pu continuer ces derniers mois, eh bien jouer ce rôle dans un contexte de fermeture du monde, dans un contexte aussi où on voit une montée des populismes, une forme de radicalisme un peu partout sur le continent. Et il est absolument essentiel de continuer à promouvoir la coopération internationale, le dialogue des cultures et des civilisations, le multilatéralisme dont nous aurons demain encore plus besoin pour surmonter collectivement les défis qui sont ceux auxquels la planète est confrontée. On parlait beaucoup ces dernières années du défi climatique qui reste énorme aujourd'hui et entier, mais on voit qu'il y a un défi sanitaire qui est aujourd'hui clairement posé. Il y aura des défis économiques demain et c'est la solidarité et la coopération qui seront naturellement nécessaires pour collectivement affronter et surmonter ces défis. Alors juste un mot sur la relation franco-émirienne, puisque le ministre Zaki Nusseibeh a évoqué l'histoire, donc je ne vais pas revenir sur les dernières années, mais simplement pour illustrer la densité de ce partenariat, eh bien, malgré la pandémie, malgré les contraintes liées au déplacement, nous avons réussi ces 3 derniers mois une sorte de tour de force. Eh bien, c'est de tenir la 12e session du dialogue stratégique franco-émirien par visioconférence entre les équipes de Khaldoun al-Moubarak et d'un certain nombre de ministres émiriens et les équipes ministérielles en France sous la tutelle du secrétaire général du Quai d'Orsay. Et cette session était très importante parce qu'elle nous a permis, eh bien, de valider, d'endosser la feuille de route du partenariat bilatéral pour la prochaine décennie. Monsieur le ministre a rappelé l'importance de ce qui s'est passé ces dernières années, l'implantation des forces françaises aux Émirats arabes unis, l'implantation de la base navale française à Abu Dhabi, bien sûr la Sorbonne à Abu Dhabi, le Louvre à Abu Dhabi, nous pourrons y revenir. Mais il était très important de se projeter, de ne pas se contenter, je dirais, de cet acquis extrêmement précieux et quasi unique, en fait, dans le monde, mais de se projeter sur les 10 prochaines années. Et je dois dire que je suis impressionné par le travail qui a été effectué par l'ensemble des équipes émiriennes et françaises pendant cette période du grand confinement. Et nous avons ouvert de nouvelles perspectives de coopération dans le domaine de la santé, dans le domaine des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, du développement durable, des énergies renouvelables. Eh bien, ce nouvel horizon du partenariat franco-émirien, je dirais, en tant qu'ambassadeur et avec toute mon équipe, nous sommes très fiers de pouvoir le porter malgré ces circonstances. Merci. Et maintenant, dans ce cadre que vous venez d'exprimer, on fait cette conversation a un lien aussi pourrait faire même partie de dialogue stratégique, compris dans un sens ample, mais aussi du jubilé qui aura lieu de 2021 et où la France jouera aussi un rôle important. Mais maintenant, je vais vous poser une question sur ce qui a été probablement l'un des projets le plus important, sinon le plus important entre les deux pays dans les années récentes. C'est le Louvre à Abu Dhabi qui a été inauguré en 2017. Et ici, je voudrais vous demander comment, de la perspective de chacun de vous, qui est particulière, comment vous voyez le rôle de cette grande institution qui évidemment va au-delà d'un simple musée, et même d'une institution culturelle. Permettez-moi d'adresser d'abord la question comme hôte, comme représentant du pays hôte à son Excellence Zaki Nusseibeh, et après Monsieur le Président Jack Lang et le ministre l'ambassadeur Pouy. Merci Bernardino. En effet, l'inauguration du premier musée universel dans cette région, dans cette période critique de notre histoire, représente pour moi un des plus importants événements au niveau régional et peut-être même mondial.
Et rappelons-nous, c'est le premier musée universel avec un message universel qui parle de notre appartenance à la même famille d'humanité. Et dans une période où, comme a évoqué Monsieur l'ambassadeur, nous trouvons des affrontements violents, brutaux, entre idéologie, avec populisme et extrémisme. Donc, de pouvoir établir un musée qui porte un message d'ouverture et un message d'appartenance à la même famille parmi toutes les religions, tout le peuple, et tout le pays du monde est un message très important. Et nous nous souvenons des problèmes qu'a soulevé l'ouverture de ces musées en partenariat stratégique avec la France. Notre ami Jacques Lang était le premier à faire la défense, de dire que c'est un musée, que c'est un projet de première importance en France. Il a écrit le premier, je me souviens, article pour dire, malgré la polémique qui était en effet à cette période assez violente aussi contre un projet de communication, un projet qui visait de construire des ponts entre civilisations et entre peuples. Dès le début, ce musée n'était jamais conçu comme une copie du Louvre. Ça ne se transformera jamais en copie du Louvre. C'est un musée qui est local, mais avec un visage international. C'est un musée qui a sa propre vocation, sa propre collection, mais qui travaille très étroitement, et non pas seulement avec le musée Louvre, mais avec l'ensemble des musées de la France, pour pouvoir promouvoir ce message d'ouverture entre peuples et religions. Et permettez-moi encore, si vous pouvez, mettre tout cela dans un contexte politique et historique. Vous vous souvenez que les premiers 40 ans de notre nation, c'était le 40 ans, si vous voulez, de l'établissement d'infrastructures. Cheikh Zayed a commencé avec l'éducation, la culture comme pilier important dans le développement de notre pays. Mais à partir de 2006, le nouveau gouvernement a commencé de penser comment établir un développement durable dans une vision qui était nommée la vision 2030. Et dans cette vision, c'était prévu d'avoir le rôle de la culture et l'enseignement aussi joue un rôle important dans le développement durable de notre pays. Et là, les autorités culturelles dans le pays ont commencé de voir comment est-ce qu'on peut avoir une stratégie d'ensemble. Ce n'était pas une question de faire construire, établir un musée, un seul musée, mais c'était une politique, une stratégie générale qui visait à promouvoir, établir un environnement dans lequel les arts, la musique, la littérature, l'archéologie, le patrimoine, tous peuvent ensemble vivre un éclatement pour contribuer au développement de notre pays et pour ouvrir les ponts avec les autres pays, les autres peuples. Dans cette vision, par exemple, c'était prévu d'avoir, et c'est toujours le cas, d'avoir plusieurs musées. Un musée universel qui était le musée Louvre, mais aussi un musée de l'art contemporain, le Guggenheim, un musée national et ainsi de suite. Aujourd'hui, le musée Louvre, Abu Dhabi, représente pour nous ce message qui reflète le DNA même des Émirats, si je peux dire, qui accueillent 200 nationalités différentes qui vivent et travaillent ensemble de toutes les religions et sectes, ou presque toutes les religions et pays du monde, pour dire nous devons comprendre l'un l'autre et nous devons avoir le respect l'un envers l'autre et nous devons comprendre qu'il n'y a pas l'autre. Nous sommes tous nous. Ça veut dire nous avons tous la même histoire, non pas les mêmes cultures, mais les cultures qui se convergent. Quelquefois, il y a des différences,
mais c'est quand même nous partageons le même esprit humain pour pouvoir créer de belles choses, la musique, les arts, et pour pouvoir comprendre chacun l'un et l'autre. Donc pour moi, c'est un musée qui représente un message universel dont on a besoin, non pas seulement dans cette région, mais à travers le monde. Magnifique. Monsieur le Président Lang, s'il vous plaît. Oui, Zaki, vous savez, parle d'or. Ce qu'il dit est merveilleux, ce qu'il dit est merveilleux et juste, et beau, émouvant, c'est très fort, très beau. Je ne vais pas ajouter d'autres mots, simplement dire que j'admire, il le sait, j'admire les Émirats arabes unis, et spécialement Cheikh Zayed, d'avoir eu cette audace, incroyable audace. On dirait vulgairement en français ce culot, cette audace de proposer à la France de concevoir ce musée, parce que, si je suis bien renseigné, l'idée, elle est venue d'abord de Cheikh Zayed et des Émirats. Et il a proposé au président Chirac, je crois. Il y a eu, comme l'a rappelé à l'instant Zaki, quelques réticences. C'est un banal, les réticences des conservateurs, de ceux qui ne croient pas aux utopies concrètes. Ce que j'aime avec nos amis émiriens, ce que j'aime avec le président François Mitterrand, par exemple, c'est cette passion de faire bouger les lignes, de faire avancer les choses. Et le Louvre à Abu Dhabi est une réalisation exceptionnelle. Et il faut féliciter Zaki de rappeler l'essence même de cette réalisation, son caractère universel, unique en son genre. Et je crois que cela a vraiment des vertus non seulement artistiques, mais humaines, quand il évoque les nationalités qui sont présentes aux Émirats arabes unis. Ce message d'universalité est d'une très grande force. Donc, merci, pas pour la France, merci pour l'humanité, d'avoir eu ce courage de créer cette institution. Et il faudrait que nous ayons en permanence cette audace, ce courage, cette passion du rêve et de l'utopie. Le Louvre à Abu Dhabi en est un exemple magnifique, et j'allais dire, Zaki en est le porte-parole merveilleux et touchant et fort. Cher Ludovic. Merci Bernardino. Je n'ai pas grand-chose à ajouter aux magnifiques propos de mes amis Zaki Nusseibeh et Jack Lang. Simplement, vous faire part de l'émotion que j'ai eue hier en reprenant le chemin du Louvre à Abu Dhabi pour sa réouverture officielle 3 mois après la décision de fermeture. J'ai emprunté avec beaucoup d'émotion l'avenue Jacques Chirac, donc cette avenue qui mène au Louvre à Abu Dhabi, qui mènera demain au musée Zayed, qui est en train d'émerger aussi sur l'île de Sardiate, au musée Guggenheim, mais également aussi à cette maison de la famille abrahamique qui est en cours de construction. J'ai pu constater le chantier et qui sera au cœur de cet espace culturel et de dialogue entre les civilisations qu'incarneront ces musées et qui réunira, c'est unique, je pense, au monde, pas seulement dans le Moyen-Orient, eh bien, une synagogue, une église et une mosquée au cœur de l'île de Sardiate. Et donc, pour faire à ce qu'a dit Zaki Nusseibeh, je pense que vraiment cette décision d'ouvrir la maison de la famille abrahamique à proximité immédiate du Louvre à Abu Dhabi s'inscrit parfaitement dans cette vision de Cheikh Zayed et qui est prolongée aujourd'hui magnifiquement par Sheikh Mohammed bin Zayed et le leadership des Émirats arabes unis. Et ce retour au Louvre à Abu Dhabi a été d'autant plus important pour moi que j'étais là pour l'ouverture avec le président Emmanuel Macron. J'ai amené dans ce musée depuis moins de 3 ans l'ensemble des officiels français qui sont venus aux Émirats et je vais vous faire part de l'immense fierté
qui est la mienne, celle de toute l'équipe France aux Émirats, mais aussi de tous les visiteurs que j'ai pu amener dans ce musée, face à ce qui est aujourd'hui, bien sûr, le symbole de la coopération franco-émirienne, mais surtout le plus grand projet de coopération jamais envisagé par la France à l'étranger, parce que ce n'est pas seulement un musée, c'est un écosystème complet de coopération, de formation, d'éducation, d'un message aussi qui va bien au-delà des frontières d'Abu Dhabi et des Émirats. Et nous allons, dans les prochaines années, et ça a été décidé pendant le dialogue stratégique au début du mois, nous allons amplifier encore ce projet de coopération en espérant pouvoir porter aussi cet exemple du musée du Louvre à Abu Dhabi et le rôle que joue l'agence France Muséum dans ce musée, eh bien, au-delà des frontières des Émirats. Et donc, c'est un exemple vraiment, pour l'instant, unique, mais en tout cas, j'espère qu'il suscitera des vocations, parce que c'est ce que la France a probablement fait de mieux aujourd'hui dans la région, et c'est une illustration de ce que nous pouvons apporter avec nos amis émiriens au monde. Juste un mot pour citer aussi le fonds, l'Alliance ALIF. Comme vous le savez, c'est un fonds qui est né aussi entre la France et les Émirats. Le président Jack Lang y joue un rôle particulier, et c'est vrai que nous avons aussi, dans ce contexte de crise au Moyen-Orient, eh bien, porté ce message d'espoir, ce message d'optimisme, que nous pouvons collectivement, eh bien, protéger le patrimoine en danger dans les zones de crise. Et nous avons plus besoin que jamais, compte tenu de l'état malheureusement de la région, eh bien, de ce type de projet. Avec nos amis émiriens, nous allons pouvoir continuer à travailler dans cette voie. Mes chers amis, dans une conversation qui se tient dans cette belle langue de diplomatie et de culture, on a l'obligation presque de parler de la diplomatie culturelle. Donc, je vais vous poser une question à tous les trois. Et c'est un domaine qui devient de plus en plus important dans les relations internationales, et justement la création de cette compétence qu'il y a le ministre Nusseibeh aujourd'hui, c'est une bonne expression de cet intérêt sur la culture, la diplomatie culturelle et publique. Et la France a été l'un des premiers pays qui a développé des institutions de diplomatie culturelle et qui a fait des projets dans le monde. Et d'après votre expérience, quel est le rôle dans ce monde complexe que nous avons et qui devient de plus en plus complexe après la crise de Covid? Quel est le rôle qui peut jouer la culture dans ce monde? Et en général, comment peut-elle devenir une force positive dans l'actuel contexte international? Je pose maintenant la question d'abord au président Lang, et après ministre Nusseibeh et ambassadeur Pouillet. Je crois que ce qui a été dit à l'instant sur le Louvre à Abu Dhabi est une réponse concrète et spectaculaire. Alors, cette diplomatie, je ne sais pas si on doit appeler l'expression diplomatie culturelle, mais je comprends très bien, je l'utilise moi-même, que la culture soit un véhicule de paix, d'amitié, de connaissance, de reconnaissance. Ce n'est pas douteux. Je dirais simplement que il est indispensable que, de manière peut-être pas aussi spectaculaire qu'à travers le Louvre à Abu Dhabi, tous les jours, quotidiennement, nous facilitions les liens, notamment entre les jeunes de nos pays. Permettre à ces jeunes d'entreprendre des études dans d'autres pays, découvrir des camarades qui ont reçu une formation différente. Et de ce point de vue-là, ce que l'on appelle donc diplomatie culturelle, c'est-à-dire échange multiforme, réciproque, et pas unilatéraux, réciproque. Ce qui est gênant dans le terme diplomatie culturelle, c'est qu'on a l'impression qu'un pays va utiliser la culture pour sa propre propagande, disons-le, pour sa propre promotion, ou pour sa propre politique. Ce qui me paraît, dans la culture, très prometteur, c'est précisément cette base d'échange, c'est la base de réciprocité. Se connaître, mieux connaître.
J'ai bien aimé d'ailleurs dans ce qu'a dit Zaki, il a rectifié en disant ce n'est pas les autres. Les autres, c'est nous. C'est nous-mêmes. Nous sommes les autres. Nous sommes tous les autres et en même temps les mêmes. C'est ça qui est formidable. Que l'on puisse, à travers des événements artistiques, des bourses, des échanges, faire qu'on se sente encore plus appartenir à une humanité commune dans cette période où l'humanité est frappée de plein fouet par ce terrible virus. Il faut absolument que nous retrouvions ce bonheur, ce plaisir d'être des êtres humains à vocation universelle. Et qu'au fond, nous portions en chacun de nous un petit Louvre Abu Dhabi dans le cœur. C'est-à-dire cette manière d'échanger, de partager, de s'admirer. Voilà. Et plus on... En même temps, il faut bien comprendre que nous sommes confrontés à des forces supérieures, multinationales, qui veulent imposer un système d'images standardisées qui pèse sur la culture mondiale. D'où la nécessité pour chaque pays d'encourager les jeunes créateurs, les jeunes inventeurs, de mettre en lumière toute l'histoire et le patrimoine, donner le goût aux jeunes d'aimer l'art, d'aimer la lecture, d'aimer... voilà. Et s'il n'y a pas de la part de nos pays cette action commune, nous risquerions d'être submergés par une sorte de vulgarité, de médiocrité mondiale. Vous-même, monsieur l'ambassadeur, Zaki Moussaïev et l'ambassadeur Pouille, nous rêvons d'un autre monde, un monde multicolore, un monde arc-en-ciel, un monde d'amitié et de beauté. Monsieur le ministre Moussaïev, s'il vous plaît. Voilà, c'est difficile de parler diplomatie culturelle devant un géant de la diplomatie culturelle française et universelle qui a travaillé depuis des décennies pour promouvoir la culture comme axe primordial dans la vie de communauté. Lui et son prédécesseur André Malraux nous ont enseigné tout ce qu'il y a à savoir sur la diplomatie culturelle. Mais beaucoup plus modestement, et pour prendre la parole aussi de Jacques Lang sur l'importance d'avoir ces échanges culturels entre le peuple pour mieux comprendre l'un l'autre, pour mieux respecter les autres et dans la diversité. Et c'est ça qui est très important. L'Institut du monde arabe à Paris vient d'avoir une exposition de l'art contemporain moderne arabe, par exemple, qui est de plus important. C'est ça l'essentiel, d'avoir un art contemporain moderne arabe qui se place à côté de l'art contemporain ou moderne européen, nord-américain, africain. Et pour nous au ministère, ce n'était pas pour découvrir un nouvel outil de la diplomatie, la puissance souple quand on parle. En effet, c'était toujours utile de gouvernement à travers les siècles. Mais ce que nous essayons de faire, c'est de travailler à travers notre réseau des ambassades, des missions diplomatiques, à faire promouvoir ces échanges en deux sens, de la culture, des arts, de la littérature, de la musique, pour montrer et pour transmettre un message qui dit nous sommes, ça c'est notre agenda modéré et l'agenda dont a parlé monsieur l'ambassadeur, dont a parlé Jacques Lang aussi, c'est l'agenda qui a accueilli ici le pape pour recevoir une congrégation de 180 000 priantes. C'est le message de dire que nous voulons travailler avec toutes les cultures du monde, de s'ouvrir sur toutes les cultures du monde. Et pour cela, nous avons par exemple, un de nos projets, c'était de soutenir les artistes, les jeunes artistes dans notre pays, de citoyens, mais aussi des expatriés qui vivent et travaillent ici, pour avoir notre art exposé dans nos ambassades. Il faut soutenir l'action culturelle dans les Émirats,
et il faut promouvoir notre message culturel à travers notre réseau d'ambassades. Et en fin de compte, c'est pour dire que pour établir des liens stables et durables, économiques, politiques, sécuritaires, financiers, il faut avoir tout d'abord une convergence sur les valeurs et les idéaux. Si on ne fait pas ça, notre relation ne sera jamais durable. Et c'est ça l'objectif pour moi de notre diplomatie culturelle et publique, c'est de faire transmettre le message des Émirats, non pas au niveau d'un gouvernement à un gouvernement, mais au niveau de peuple, de personnes, peuple à peuple, artistes, écrivains, musiciens. Et ça sera notre objectif, notre ambition pour l'avenir. Merci l'ambassadeur. Merci très brièvement parce que là, tout a été dit et très brillamment par Zaki Nusseibeh et Jack Lang, mais simplement pour un diplomate français, la diplomatie culturelle fait partie de notre ADN. Et Jack Lang y a largement contribué, je l'en remercie. Jean-Yves Le Drian a coutume de dire aujourd'hui qu'il n'y a plus de soft power. Lorsque l'on fait le Louvre Abu Dhabi, la Sorbonne Abu Dhabi, c'est du hard power. Alors, pas dans une volonté hégémonique ou monopolistique ou une volonté de dominer ou de contribuer à une forme de propagande idéologique, mais au contraire, comme l'a dit le président Jack Lang, donc dans une volonté d'échange, une volonté aussi de promouvoir la diversité. Parce que lorsqu'on parle, par exemple, de la langue française ou de la langue arabe, eh bien, c'est aussi une promotion de ce monde divers, riche, multiculturel dont nous avons besoin pour éviter, je dirais, bien sûr, l'unipolarisme et le fait que le monde soit dominé par un seul, voire, comme on le voit malheureusement aujourd'hui de plus en plus, une nouvelle forme de guerre froide entre deux grandes puissances dont naturellement serait exclue l'Europe, le monde arabe et naturellement nos langues respectives. Donc, il est absolument essentiel de continuer à se donner les moyens de cette diplomatie culturelle. Et je souhaite, c'est un vœu que je formule, mais nous aurons l'occasion d'y revenir, bien sûr, dans le cadre des réunions du réseau diplomatique français à la fin de l'été. Il est absolument essentiel qu'à la faveur de cette crise qui a démontré l'impérieuse nécessité de la culture, même à distance, eh bien, la culture ne soit pas demain, lorsqu'il faudra affronter les conséquences de la crise économique, la sacrifier, je dirais, des politiques publiques. Et il est absolument essentiel que la France, en particulier, puisse continuer à se donner les moyens. Nous avons le deuxième réseau diplomatique au monde. Nous avons le premier réseau culturel et scolaire au monde. Nous avons 1000 alliances françaises, nous avons une centaine d'instituts français, nous avons plus de 500 écoles françaises sur tous les continents et tout ceci contribue à cet échange, à ce monde divers, à ce monde pluriel qui est absolument nécessaire pour mieux comprendre l'autre, bien sûr promouvoir la France en tant que destination d'étudiants, de touristes, promouvoir notre culture, mais notre culture qui, comme on le voit avec le musée du Louvre, mais aussi en écho au Louvre Abu Dhabi, est une culture universelle. Et donc, il est absolument essentiel de pouvoir continuer à se donner les moyens. Ici, aux Émirats, en tant qu'ambassadeur, j'avoue que j'ai une chance inouïe, puisque le Louvre Abu Dhabi est le vaisseau amiral de la coopération franco-émirienne, mais nous avons aussi, dans le domaine éducatif, la Sorbonne Abu Dhabi. Nous avons un réseau de 7 lycées français homologués qui accueillent 10 000 élèves ici aux Émirats, des Français, mais aussi beaucoup de nationalités tierces et d'émiriens. Et nous avons également l'Institut français et 2 alliances à Dubaï et à Abu Dhabi, et une 3e alliance qui ouvrira dans quelques mois à Sharjah. Et donc, c'est l'ensemble de cet écosystème qui fait partie de l'outil de diplomatie culturelle, mais qui est essentiel pour pouvoir continuer à favoriser, bien sûr, la promotion de la culture française, mais aussi de la langue française et de l'échange et de la compréhension de l'autre. Donc vraiment, je forme ce vœu que la pandémie servira non pas de justification pour réduire les budgets de la culture, mais au contraire pour bien renforcer ces budgets et ces outils. Bon, il est déjà 3 heures. On nous a donné 3-4 minutes encore. Donc, je voudrais vous demander, je suis conscient que nous faisons
une communication digitale. Parfois, on pense que la culture demande un élément humain, et sans doute on serait d'accord sur cela, mais aussi il faut être créatif vis-à-vis de ces difficultés que nous avons. Le ministre Lang a été, pendant sa carrière, ouvert toujours à nouvelles expressions de l'art qui ont de lien avec nouvelles technologies. Le ministre Nusseib a lancé ces marathons culturels qui est tellement intéressant et qui a permis de garder ces liens avec la culture. Et la même chose, on pourrait dire pour l'ambassadeur Pouilly. Donc, comme considération finale, dans ces 4 minutes que nous avons, quel serait le message qui vous pourriez nous laisser dans un cadre où la culture et le digital se réunissent? Je tourne la question peut-être à l'inverse que notre introduction. Donc, d'abord l'ambassadeur Pouy, après le ministre Lang et après finalement le ministre Nusseib. Parfait. Merci Bernardino. Évidemment, le digital est essentiel et il fait partie de nos vies. Et on a vu à quel point il était fondamental dans cette période. Je n'imagine pas le fonctionnement de nos sociétés totalement confinés il y a 30 ans si l'épidémie nous avait touchés de cette manière mondialement il y a 30 ans. Nous aurions eu des séquelles psychologiques et sociales encore plus profondes que celles que nous voyons aujourd'hui. Et donc, le digital, c'est important, mais le tout digital est une illusion. Quand j'entends certains penser que l'enseignement à distance pourrait continuer parce que c'est la panacée et que c'est très bien de mettre un enfant derrière un écran et de pouvoir, à travers l'intelligence artificielle, lui inculquer un savoir sur mesure, c'est nier, et là je m'adresse aussi au ministre de l'Éducation, Jack Lang, c'est nier tout le rôle de sociabilisation que joue l'école, la relation à l'autre, la relation à l'enseignant, le fait qu'un enfant a impérativement besoin de sortir du cocon familial pour pouvoir aussi s'ouvrir sur le monde. Et donc j'espère qu'on ne tombera pas dans un excès de digital. Il faut utiliser le meilleur de ce que nous avons appris ces 3 derniers mois, mais il faut surtout apprendre à retrouver le chemin des musées, à retrouver le chemin des écoles, à retrouver le chemin des fêtes de la musique et à retrouver une sociabilité, évidemment, dans le respect des protocoles sanitaires et des règles. Et ici, et comme en France, ces règles doivent être respectées, mais il est absolument essentiel pour moi que la culture redevienne un outil de dialogue direct entre les hommes. Et je dois dire en conclusion que, à l'aube du cinquantenaire de la fédération et du cinquantenaire aussi de ces relations exceptionnelles que nous avons nouées entre la France et les Émirats, et alors que nous avons, il y a quelques jours, décidé de nouveaux projets très structurants et très ambitieux pour la prochaine décennie, eh bien, je veux adresser un immense merci à toute mon équipe, à toute l'équipe France aux Émirats, à tous les partenaires émiriens et d'une certaine manière à tous ceux qui, au quotidien, sont les vrais ambassadeurs de cette relation entre la France et les Émirats. Immense merci et un mot, continuons. Merci. Monsieur le Président Lang, s'il vous plaît. Non, il faut être bref. L'ambassadeur Pouy vient de dire ce qu'il fallait dire. Non à une virtualisation des rapports humains. Oui à des relations directes partout dans la vie, dans la rue, dans les établissements scolaires, dans les universités. Le digital est un instrument, c'est tout, pas plus que cela pour moi. Et surtout aujourd'hui, on a tellement le désir et l'envie de se retrouver ensemble, j'allais dire physiquement, directement. Monsieur le ministre Nusseib. Je dois dire, en effet, quelques mots un peu différents de ce que disaient mes 2 amis. Ce n'est pas une question de choisir quel système est le meilleur. C'est évident que le digital ne suffira jamais. Mais comme vous savez, notre défi, le défi de notre gouvernement, c'est de transformer chaque défi en opportunité. La pandémie nous a pris par surprise. On n'était pas tout le monde, en tout cas,
bien préparés pour faire face à cette pandémie. Et on ne sait jamais quels problèmes d'avenir peuvent surgir devant nous. Donc, ce que je dis, qu'il faut évidemment travailler pour retrouver le direct contact, le direct enseignement et tout, mais il faut aussi concentrer de maintenant sur le développement, sur notre intelligence artificielle, sur les outils de la digitalisation pour voir comment est-ce qu'on peut, le cas échéant, utiliser une nouvelle technologie qui peut nous aider à surmonter ces obstacles. Merci. Bon, je dois vous remercier tous les trois. Ça a été une conversation excellente entre trois grandes personnalités de la diplomatie et de la culture. Et malheureusement, pour nous, le marathon continue et nous devons à la conversation, mais je tiens à vous remercier tous les trois. Ça a été vraiment un privilège extraordinaire de vous écouter et dans un monde qui a besoin de sagesse. Et je tiens particulièrement à remercier le ministre Nusseibeh. Il sait que nous nous sentons tous très proches de lui dans ces moments et de sa famille. Donc, merci bien. J'espère que le monde va vous écouter et qu'on pourra surmonter les difficultés qui se présentent aujourd'hui avec plus de culture, plus de diplomatie et plus de la langue française et la langue arabe aussi. Merci beaucoup.